Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle interview et ça va être une interview un peu particulière parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment compté. C'est vraiment un honneur de le recevoir. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite son nom. Clairement, sans lui, peut-être, il n'y aurait pas de chaîne. Il n'y aurait pas la chaîne Libre comme l'air. J'aurais peut-être pas investi autant au début, pris confiance sur Realty parce que au début, c'était peut-être trop blockchain pour moi et au moins, il y avait quelqu'un qui parlait immobilier. Et voilà, donc il m'a donné beaucoup de confiance dans Realty. Donc, grâce à lui, donc merci à lui, on va en parler là. Et il avait également un système de notation de propriété. Voilà, ça vous commence à vous donner quelques indices sur qui c'était et voilà, qui m'a beaucoup inspiré, c'est vrai. Donc, honnêtement, voilà, ça a été une grande source d'inspiration. Donc, encore une fois, merci à lui. Et donc, je suis ravi d'accueillir Alpha Omega. Bienvenue, Alpha. Merci pour cette introduction panégyrique. Euh, donc, voilà, Alpha Omega. Et puis, effectivement, ça fait un certain nombre de temps que je suis sur Realty, comme l'a dit du Comler. Donc, voilà, je vais répondre à ces questions. Je me fais un plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis, merci par avance à tous ceux qui suivront cette vidéo. Et pour ceux qui avaient suivi l'interview, du coup, la semaine dernière avec le raton laveur, cette semaine, on a un petit poisson globe, je ne sais pas comment on dit, un poisson boule, je ne sais rien, mais en tout cas, on a un joli poisson et vous allez voir, il est assez marrant, il fait plein de choses, donc ça va être assez fun. Juste aussi en intro, le but, encore une fois, de cette interview, alors on va aborder des sujets. C'est pas le but, c'est pas de faire la polémique. Pour moi, c'est presque plus un hommage. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment un honneur. C'est quelqu'un vraiment qui m'a inspiré pour faire cette chaîne et pour faire tout ce que je fais autour, en tout cas, de Realty. Donc, voilà, c'est plus un hommage. Et je veux, encore une fois, j'ai toujours voulu que cette chaîne, elle s'appelle Libre comme l'air. C'est pas pour rien. Dedans, il y a le mot libre et je veux que la parole soit libre. Après, c'est à vous de vous faire votre propre opinion, vos propres recherches, comme je dis à chaque fois, et de vous faire, du coup, une opinion libre après autour de ce qui est dit. Donc voilà, ça vous appartient et encore une fois, soyez libre de penser ce que vous voulez. Du coup, on va commencer à parler de toi, Alpha. Qui est derrière, du coup, ce pseudo? Alors, déjà, je vais faire une petite introduction sur le fait que tout ce que je vais dire là, c'est absolument mon opinion personnelle. Faites vos propres recherches, mais je suis évidemment pas le seul à le dire. Et puis, comme vous le voyez, vous avez affaire à un joli poisson parce que la notion de discrétion est également importante pour moi. Donc, soyez pas échaudés par mon aspect ce jour-ci. Donc, Alpha, Oméga, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce pseudo? Parce que voilà, ça fait un petit peu poser question. En fait, Alpha Oméga, pour ceux qui ont un petit peu de culture civilisationnelle, ça veut dire le début et la fin. Donc, dans mon esprit, c'est de surveiller, on va dire, ou d'envisager de manière stratégique, de manière un petit peu surélevée, ce qui se passe dans un domaine particulier, en l'occurrence l'immobilier tokenisé. J'insiste sur le fait tokenisé. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, et pas l'immobilier fractionné. Voilà, en ce qui concerne le pseudo Alpha Omega, je me suis fait connaître plutôt au début, il y a 4 ans en arrière, quand je suis arrivé chez Realty, par la communauté de Realty, avec effectivement, comme l'a dit Cédric, un système de notes. J'étais très actif à l'époque et puis voilà, je suis ravi d'avoir inspiré des vocations. Merci pour ça. Et encore une fois, c'était très utile. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, je suis également utile. Je reprends le flambeau à ma manière. Après, voilà, chacun a sa façon de faire les choses. Mais encore une fois, si je peux également inspirer des gens à l'avenir, ce sera avec un grand plaisir. Est-ce que ça te dérange dans les grandes lignes de nous dire enfin, encore une fois, pas qui tue, encore une fois, le côté anonyme, on l'a compris, c'est important, mais nous donner peut-être dans les grandes lignes, quel âge as-tu, où tu vis, voilà. Alors, je vis en Suisse. J'ai un certain âge, c'est-à-dire j'ai pas 20 ans, ça s'entend peut-être à ma voix. J'ai des charges familiales,
Donc, je ne suis pas du tout pour un profil d'investisseur, parce que c'est plutôt ça qui va intéresser les auditeurs. Je ne suis pas une personne qui a 20 ans, sans charge, et puis qui compte s'expatrier tôt ou tard, je ne sais pas où, en Thaïlande. Mon objectif d'investisseur, ce n'est pas celui-ci, voilà, c'est de rester là où je suis, et puis peut-être qu'on développera plus tard. Le but de mes investissements, c'est de faire un complément de retraite, en fait, quand j'arriverai à la retraite. Voilà, tout simplement. Ok, donc ton objectif smart, c'est, on va dire, c'est tu prépares, on va dire, un peu des compléments de retraite ou ta retraite. Encore une fois, on en a parlé un peu avec Draz, mais je ne sais pas comment ça fonctionne en Suisse, la retraite. Je ne sais pas s'il y a une date limite comme en France ou autre, mais... Ouais, y a pas, oui, il y a une date limite de péremption, effectivement. Mais c'est un peu plus tardivement qu'on est bon à acheter qu'en France. En Suisse, c'est 65 ans. Ouais, les systèmes de retraite sont très différents en Suisse. C'est un système beaucoup plus libéral avec en Suisse, ça s'appelle des piliers. Il y a 3 piliers, 1, 2, 3. Et puis, c'est donc un système plus libéral où il y a on va dire des cotisations individuelles où on doit participer à titre volontaire. Donc voilà. Donc ça c'est c'est le troisième pilier en l'occurrence. Et puis le troisième pilier est non obligatoire d'ailleurs. On va dire ça se reprend. Ouais, c'est peut-être en France une sorte d'assurance vie, je ne sais pas, mais c'est étatique, hein. C'est obligatoire. Non, en réalité c'est à moitié obligatoire. Donc c'est un peu compliqué, mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on va parler des investissements volontaires à titre entièrement personnel et complètement. Yes. Ouais. Ok, ça marche. Bah, du coup, on va parler de ton profil investisseur. Quel est ton profil et dans quoi investis-tu? Alors, j'ai un profil très prudentiel, très défensif, lié à ma nature profonde, on va dire ça comme ça. Dans ce que j'investis, donc en général, j'ai pas mal de cash pour des raisons, le fameux matelas de sécurité, etc., etc. Je rappelle aux éditeurs que le coût de la vie en Suisse, c'est pas tout à fait le même qu'ailleurs. Pareil, les sécurités de l'emploi, c'est pas tout à fait les mêmes qu'ailleurs non plus. Ceci explique cela. J'ai également des ETF et puis j'ai une petite partie, enfin ouais, mais quand même assez significative, dans de la tokenisation et dans des cryptos. Voilà, on en parlera un petit peu plus loin. Ok, donc ETF, bourse et du coup crypto / immobilier tokenisé. Ouais, je mets pas là-dedans toutes les histoires d'assurance vie dont j'ai parlé avant, hein. Ça, c'est encore d'autres choses qui sont encore plus grosses que ce dont on parle là. Ok. Pour toi, ce qu'on a compris, c'est que l'immobilier tokenisé est important. Donc, dans immobilier tokenisé, il y a l'immobilier. Est-ce que tu as déjà investi à titre perso dans de l'immobilier physique? Alors, j'ai jamais investi à titre personnel dans de l'immobilier physique. C'est lié notamment au contexte en Suisse. En Suisse, il y a relativement peu proportionnellement à la France, il y a relativement peu de propriétaires. C'est à peu près 50% de propriétaires pour 50% de locataires en Suisse. Ceci explique cela. Le prix de l'immobilier est extrêmement élevé en Suisse. C'est un marché assez particulier, mais très intéressant. En revanche, le secteur immobilier, je le connais très bien parce que j'ai une grosse expérience professionnelle dans ce domaine-là. À la fois, ouais, je vais un peu développer, ouais, à la fois dans la gestion immobilière, dans la promotion, enfin, je sais pas comment ça s'appelle en France, ici ça s'appelle promotion immobilière, dans la construction, dans la construction de biens, également dans la gestion locative. Voilà, donc j'ai une expérience assez importante là-dedans. En 2017, on m'a fait découvrir le Bitcoin, donc c'est par là que je suis arrivé dans les cryptos. J'ai abandonné pendant, je crois, 2 ans ou 3 ans, voilà, parce que l'écosystème à l'époque
n'était pas aussi développé que ce qu'on a actuellement, notamment tout ce qui est de la partie défi, la tokenisation n'existait pas. Donc voilà, ça m'avait, par curiosité, ça m'avait intéressé, mais j'avais laissé ça de côté. Et puis en 2021, j'y suis revenu parce que en fait, j'ai découvert Realty. Et puis, comme je viens de le dire, en fait, la jonction de ces deux intérêts, donc l'intérêt crypto et puis mon intérêt pour l'immobilier en termes professionnels, eh ben, c'était vraiment une jonction parfaite, on va dire ça comme ça à cette époque-là. Ok, donc c'est un peu Realty qui t'a, même si tu connaissais un peu Bitcoin et autres avant, c'est Realty un peu qui t'a amené vers ce côté tokenisation. Ouais, alors en ce qui concerne la tokenisation, très clairement, hein, c'est Realty Ouais, qui a lancé le truc, qui m'a porté intérêt à ce secteur-là. Donc, la tokenisation, hein, c'est pas que l'immobilier, hein, c'est d'autres choses également. En termes de volume, d'ailleurs, dans la tokenisation, l'immobilier, c'est qu'une petite partie. Hein. Quand on compare la tokenisation de financière, de bons ou d'actions, on est encore dans une autre sphère là. c'est clair. Et pourquoi, parce que du coup, tu nous l'as un peu dit en intro, pourquoi la tokenisation et pas le fractionnement? Alors, le, le fractionnement, c'est une espèce de spécialité française. Enfin, de la manière dont moi je le perçois, ça n'existe pas du tout. Enfin, ça existe très peu en Suisse. Et je voyais pas l'intérêt du fractionnement parce que ce que je recherchais, moi, c'était une extrême liquidité du bien, ce qu'on a un peu moins quand même dans le fractionnement. Les SCPI, c'est encore plus spécifique à la France, donc ça m'intéresse encore moins. Et il y a dans la notion de fractionnement et de SCPI des éventuelles problématiques fiscales. Alors, enfin, bon, la fiscalité suisse, elle est quand même beaucoup plus simple que la fiscalité française, mais j'étais pas tellement intéressé par ça. Donc, je me suis plutôt intéressé à la partie tokenisation pour des raisons également technologiques, parce que bon, voilà. Ok, parfait, très clair. Et bah, du coup, on va parler de Realty, on va y aller crescendo. Euh, Comment tu as découvert et commencé à investir sur Realty? Alors, je m'étais réintéressé en fait au crypto un peu de temps avant de découvrir Realty, et en regardant des vidéos, je suis tombé sur une vidéo d'une jeune femme, je me souviens plus, qui était très bien d'ailleurs, qui avait présenté Realty. Alors Realty, c'était il y a quatre, enfin, j'ai découvert Realty il y a 4 ans en arrière en fait. Et donc, ben voilà, il y a eu cette espèce de flash, hein, comme je vous l'ai dit, entre, entre mes deux sources d'intérêt à l'époque. Et puis, ben, j'ai commencé à investir chez Realty en fin ou en tout début 2021, enfin, fin 2020, début 2021. Voilà. Ok, c'était encore sur Ethereum. C'était encore sur Ethereum, ouais, j'ai toujours quelques jetons sur Ethereum que, Donc, que je déplace pas parce que voilà, ça me va comme ça. ok, bon, on va en parler après. Ok, et du coup, bon, ce qui t'a attiré en gros, c'est vraiment enfin, le mix entre l'immobilier et la blockchain. Oui, alors le Realty de l'époque, c'est pas le Realty d'aujourd'hui. Ça, il faut vraiment. Là, on parle au début. Ouais, c'est comment dire, c'était c'était purement de l'immobilier tokenisé. Il n'y avait pas les notions de RMM, de YAM, etc. qu'on a maintenant. C'était vraiment le truc le plus basique qu'on puisse faire actuellement sur Realty. Acheter, vendre des tokens à Realty en l'occurrence. Il n'y avait pas de marché secondaire, rien du tout. Et puis ensuite, ben, il y a eu toute une évolution technologique extrêmement importante sur Realty. En fait, Realty est parti d'une planète et maintenant, on va dire, c'est au moins un système solaire, voire une galaxie, mais en tout cas, au moins un système solaire, avec des révolutions. Ouais, des révolutions, parce que tu as parlé tout à l'heure effectivement, au tout début, c'était sur Ethereum.
Et il y a eu une révolution majeure qui s'est faite. Bon, là, je fais un petit peu le vieux routard ou le vieil historien, mais il y a eu une révolution majeure, c'est effectivement le passage sur Gnosis, qui s'appelait même pas Gnosis à l'époque, ça s'appelait XDAI Chain en l'occurrence. Et là, ça a été extrêmement difficile pour tout le monde. Et ça, enfin, les plus anciens s'en souviennent. Il y a eu vraiment des difficultés techniques assez importantes. Mais bon, on a tous passé le cap en même temps. Et puis, ça a permis effectivement, ça, je crois qu'on peut remercier Michael d'avoir fait, donc Michael de Realty, d'avoir fait un choix stratégique de ce type-là. Ça a permis de développer réellement toute la partie défi liée à Realty, ce qui est un élément particulièrement à propos et particulièrement valable, on va dire, chez Realty, cette partie-là. Ah, pareil, enfin, moi, perso, quand j'ai connu Realty pour la première fois, c'était sur Ethereum. Et franchement, ça a été le gros frein. Franchement, je trouvais ça trop complexe. Enfin, franchement, ça me prenait le chou. Enfin, Ethereum, c'était cher. Du coup, je me suis dit, où est la démocratie? Alors, peut-être, j'étais pas encore hyper à l'aise avec toute cette partie blockchain, mais j'ai vu Ethereum, j'ai dit, vas-y, ça va coûter cher, les frais. Où est la démocratisation sur Ethereum? J'avoue, je comprenais pas. Je comprenais pas assez à ce moment-là. Donc, voilà, j'ai laissé de côté, j'ai regardé. Et après, une fois qu'ils sont passés sur Gnosis, finalement, du coup, XDAI au tout début, c'est là que je suis vraiment rentré, j'ai commencé à faire mes premiers investissements. Donc, en tout cas, moi, ça a eu un impact assez important avec ce changement-là. Et je pense clairement, au niveau de la démocratisation, Gnosis, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, c'est pas Ethereum, quoi. Même si c'est moins connu que Gnosis, et ça peut effrayer certaines personnes. Mais bon, je pense qu'en effet, c'est beaucoup plus simple d'aller sur Gnosis. Est-ce que parce que toi, tu es quelqu'un qui fait des recherches avant d'investir, je comprends bien, pour te suivre et te connaître un peu. Est-ce que tu as fait ta due diligence avant d'investir sur Realty? Est-ce que tu avais des freins? Est-ce que tu étais assez sceptique? Comment tu voyais les choses? Alors, je suis quelqu'un d'assez curieux, de très curieux, voire trop curieux, on va dire ça comme ça. J'avais fait légèrement ma due diligence, je vais dire ça comme ça, et la due diligence que j'avais fait à l'époque, c'était une due diligence sur la partie immobilière. C'est-à-dire savoir si les biens existaient, si les biens ils étaient acquis, enfin voilà, la structuration immobilière qu'on avait là derrière. Et j'ai commencé à investir progressivement à partir de ça, en fait. Et petit à petit, en fait, les biens s'enchaînant, je me suis vite retrouvé avec la problématique qui était la suivante, c'est est-ce que je vais investir de manière à la manière d'un collectionneur en prenant un ou X tokens de chaque propriété, ou est-ce que j'allais faire une démarche plus d'investisseur, plus, on va dire, de professionnel de l'immobilier, en choisissant des biens plutôt que d'autres en fonction des critères que je m'étais fixés. Et c'est à partir de là, donc la première année, j'ai investi un petit peu surtout, un peu au pif, on va dire ça comme ça. Et puis à partir de la première année, j'ai commencé à faire un système de notation, tu en parlais au début, qui a été un système d'abord pour moi, dans le sens qui m'a permis de classifier les biens chez Realty entre ce qui m'intéressait, en ce que je trouvais le plus opportun et ce que je trouvais moins opportun. Et puis ce système de notation, j'ai commencé à le diffuser parce que je me suis dit que si ça m'aidait moi, ça pouvait aider quelqu'un d'autre. On pourra parler peut-être des buts du système de notation, de quelle manière il était fait à l'époque. Et donc là, on parle évidemment du passé un petit peu plus tard dans la vidéo, comme tu l'entends. Oui, non, vas-y, dis-nous un peu justement quels étaient un peu tes critères, encore une fois, et je pense qu'on a un peu la même démarche, moi aujourd'hui, toi hier, dans le sens où encore une fois, ces critères, ils sont basés aussi sur
notre vision. Donc forcément, il y a un biais, c'est obligé, hein. Donc c'est aussi pour ça que moi j'encourage à chaque fois les gens de faire aussi vos propres recherches. Moi, je vous donne des informations que je trouve qui sont publiques. Après, c'est à vous de pondérer aussi selon votre sensibilité, votre stratégie. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à avoir une stratégie. Après, voilà, il y a des collectionneurs qui achètent un de chaque, peu importe les propriétés. Voilà, ça vous appartient. Si c'est votre stratégie, pas de souci. Mais comprendre aussi que ces systèmes de notation, forcément, il y a un biais personnel. Et à la base, comme toi, tu viens de le rappeler, à la base, tu l'as fait pour toi. Moi, ce système de notation, à la base, je l'ai fait pour moi. Voilà, selon ma sensibilité, selon ce que je juge être important. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, oui, rappelle-nous un peu ce que toi, tu prenais comme critère, enfin, dans les grandes Ouais. lignes. Alors, le système de notation, je les appelle les scores. Enfin, j'ai jamais utilisé le terme de note parce que je trouvais ça un peu trop, on va dire, Ouais. un peu trop professoral. Ce système de score, il était uniquement basé sur le côté constructif immobilier de l'objet vu, pas sur la qualité générale de la structuration soit du produit, soit la structuration de Realty. Là, c'est peut-être un élément qui différencie tes notes de mes scores, c'est-à-dire que tes notes, en fait, si j'ai bien compris, dedans, tu as une partie, une dimension qui est liée à on va dire, à la valeur, entre guillemets, de l'entreprise, ce qui explique des notes globalement un petit peu différentes d'une entreprise à l'autre, enfin des ranges un peu différents d'une entreprise à l'autre. Ouais. Les notes, elles s'intéressaient donc au bien lui-même avec un certain nombre de métriques. Par exemple, j'avais quoi, le coefficient d'occupation du sol. Il y avait le nombre, un ratio de salles de bain par rapport au nombre de chambres. Donc, il y avait un certain nombre de métriques objectifs. Et puis, il y avait également un certain nombre de métriques qui étaient plus subjectifs. C'était l'état du bien et l'état du quartier. Là, c'est une problématique qui est assez courante chez Realty, c'est en fait le défaut d'information. Quand je parle de défaut, c'est le manque d'information. Le nombre de photos est extrêmement réduit. Voilà, il y a pratiquement jamais de photos d'intérieur à titre d'exemple. Il y avait également une notation, un score qui était lié au quartier lui-même, donc l'appréciation, l'état des routes, etc. etc. Et également un score qui était lié aux risques, des risques incendies, mais également des risques climatiques, également les incivilités ou bien liées à la sécurité du quartier. L'ensemble de ces sous-scores, en fait, étaient agrégés les uns aux autres et donnaient un score qui était un pourcentage, en fait. Et la moyenne de ce pourcentage, donc 50%, si on prend l'ensemble des scores qui ont été produits à l'époque, on était réellement à peu près à 50% de moyenne. Et la distribution de ces scores, donc des bâtiments qui ont été scorés, suivait une courbe normale, enfin une courbe de Gauss, une distribution en fait, distribution statistique. Tu parlais tout à l'heure, et c'est très juste, de vision particulière, c'est-à-dire que le score représente quelque part un avis presque personnel. C'est assez juste parce que les scores, en tout cas, que je faisais, ils étaient très orientés patrimonial, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que plus le score était élevé, plus l'immeuble pouvait être considéré patrimonial. Oui, parce que tu as beaucoup de, notamment les propriétés en Floride, à Margaritaville, souvent ils avaient des bonnes notes, par exemple, je crois. Exactement, exactement. Donc voilà, l'immeuble était récent, enfin la maison était récente dans un quartier sécuritaire, sans risque climatique, bien entretenu, etc. Bah voilà, elle avait une note supérieure à quelque chose de plus spéculatif, de plus ancien et de plus risqué. Voilà, c'est toujours dans cette notion de ma personnalité qui est extrêmement défensive, comme je l'ai dit. Donc, tous les scores, ils avaient absolument cette notion-là, pour moi en tout cas. Ah, bon, moi, comme je l'ai dit en intro, hein, c'est ce qui m'a plu, c'est que parler d'immobilier, alors certes, moi j'inclus dans les notations, dans la notation, voilà, notation, score à voir au niveau du vocabulaire, mais en effet, j'inclus la société, j'inclus le contrat, voilà, j'inclus certaines choses qu'il y a autour.
ça prend une petite partie, mais en effet, Realty, genre l'ancienneté, par exemple, de la plateforme, voilà, quel contrat, est-ce que c'est du royalties, de l'obligation ou la pleine propriété, entre guillemets, je mets des guillemets sur la pleine propriété. Mais voilà, donc tout ça rentre en compte, c'est vrai que c'est ça ce qui change un peu par rapport à ce que tu faisais. Combien tu as fait à peu près de propriété, enfin, combien de scores as-tu fait à peu près? Je sais pas, peut-être 100 et 150 peut-être. Donc, le rythme C'est était un peu moindre à cette époque-là aussi. ouais, ouais, ça dépend. Il y a Mm. eu des rythmes beaucoup moindres et il y a eu des rythmes vraiment Mm. très élevés. Ça, c'est une des difficultés à laquelle j'ai également affronté et que tu dois certainement affronter actuellement. C'est à la fois le débit et comment dire, la, le faible temps qu'il y a L'analyse. entre l'annonce. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je bénéficiais d'absolument aucune information par avance, ni aucune information particulière que les autres investisseurs n'auraient pas. Et je me basais, en tout cas, comme toi, sur des sources entièrement ouvertes, accessibles à tout le monde. Et donc, quand il y a un délai de 24 heures, je crois maintenant même 12 heures, voilà, entre l'annonce jusqu'à 10 maisons à l'époque, je me souviens, et puis la mise en vente, c'est extrêmement, extrêmement tendu si on veut faire un travail sérieux et fouillé. Alors, c'est un point d'honneur que je me faisais, c'est de faire quelque chose, d'aller le plus loin possible dans l'analyse, mais d'aller le plus loin possible, ça veut dire un temps d'analyse qui est incompressible si on veut faire quelque chose de qualité. Donc, voilà. Bon, je sais pas combien tu avais de critères au total, mais ça. Il y avait une trentaine de critères. Il y avait une trentaine de critères. Ouais. Ouais. Voilà, du coup, ça fait potentiellement 30 recherches fois 10 propriétés. Voilà, enfin, juste le nombre de données qu'il y a récolté, c'est juste impressionnant. Moi, je crois qu'il y a 38 ou 39 critères. Après, il y a des critères qui reviennent à peu près, c'est toujours à peu près les mêmes, donc il n'y a pas à retoucher. Mais voilà, c'est du taf, en effet. Et c'est vrai, et ça, moi, je le déplore, je le dis à chaque fois. Moins de 24 heures, même 24 heures, je trouve ça pas normal, quoi. Même si à chaque fois, il y a des questions lors des CC, pourquoi aussi peu de temps? Explication, bah, c'est leur explication, on peut, pourquoi pas? C'est eux les professionnels, entre guillemets, de leur secteur, de leur marché. Mais bon, moi, ils me conviennent pas forcément. Enfin, que ce soit 24 ou 48 heures, je pense pas que le bien va leur passer sous le nez pour 48 heures. Surtout qu'ils savent très bien que je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de propriétés qui n'ont pas été levées, quoi. Enfin, surtout maintenant, quoi. Ils savent qu'ils vont nous proposer une propriété à Détroit à 60 000, 100 000. C'est sûr qu'il va y avoir la levée. Donc, ça, je comprends pas cette. Enfin bon, c'est mon opinion. Et en effet, bon, ça après c'est personnel parce qu'en effet, ça me fait beaucoup de travail. Et je dors pas beaucoup quand c'est le mercredi ou le jeudi soir, nuit, parce qu'avec le décalage horaire, c'est compliqué. Mais voilà, je sais que tu as vécu aussi la même chose. Et en dehors de nous, c'est pas qu'une à mon sens, c'est pas qu'une problématique de gens qui vont travailler sur le matériel de Realty. C'est aussi une problématique pour les investisseurs. Mais moi, je comprends pas comment un investisseur lambda, mais je suis prêt à entendre une opinion autre, mais je comprends pas comment un investisseur lambda est prêt à mettre de l'argent sur quelque chose qu'il n'a pas le temps d'étudier ou dans lequel il ne peut pas prendre le temps de la réflexion. Realty n'est pas un cas à part. Hein. Sur Equito, par exemple, c'est le même genre de truc. Je crois que c'est encore pire. Mais, non, c'est une heure. Voilà. Donc, est-ce qu'un investisseur raisonnable doit s'astreindre à faire ça? Bon, chacun fait ses choix, mais moi, voilà, c'est pas mon choix. Oui, non, mais bon, après, et en comparaison, il y a d'autres plateformes où tu as 3 jours, quoi. Donc, au minimum, voilà, le bien est proposé, tu as 3 jours. Enfin, voilà, et en effet, ça permet à chacun de faire quand même ses propres recherches parce que quand aujourd'hui Realty publie à 10h, 11h du soir, ok, il n'y a pas que des Français ou Suisses ou voilà, en Europe, mais quand même une grosse partie de la communauté, il faut être honnête, est quand même dans ces régions-là.
et bah, déjà, il n'a pas la nuit. Le lendemain, s'il travaille, et bah, il n'a pas vraiment le temps d'analyser. Donc, en fait, moi, ce que je ne comprends pas forcément, c'est est-ce que ça veut dire qu'il doit investir uniquement sur la confiance? Parce que pour moi, ça traduit un peu ça. Est-ce qu'il doit investir en étant confiant ou est-ce que justement c'est la limite de l'immobilier tokenisé en disant oh, bah, c'est que 50 $, voilà, c'est qu'un petit investissement, c'est pas grave. Voilà. Et moi, c'est la limite qui me gêne. Et Realty, j'arrive encore à le faire. Je le fais pour la chaîne, mais j'arrive encore à le faire, à faire l'effort parce que c'est une grosse part dans mon investissement. Donc, OK. Par exemple, tu as cité Equito. Equito, je n'investis pas du tout sur le marché primaire parce que ça ne me convient pas. Enfin, clairement, c'est inadmissible. Pour moi, c'est inadmissible. Donc, voilà. Ouais, après, il y a d'un côté comment dire, c'est un jeu à plusieurs bandes. En fait, d'un côté, il y a les plateformes qui proposent des biens avec des conditions. Ensuite, c'est un petit peu aussi aux investisseurs de réagir à ces conditions. Si les investisseurs ne réagissent pas aux conditions qui sont proposées, c'est-à-dire qu'ils vont aller que à la confiance et puis investir quoi qu'il se passe, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions, et c'est chacun, quelque part, c'est aussi de la responsabilité de tous les investisseurs. Quand on parle également de la notion de oui, mais c'est que 50 euros, etc., c'est un non-argument pour moi, parce que oui, c'est 50 euros si tu as investi sur un token une fois dans ta vie. Je doute qu'il y ait beaucoup, en tout cas des personnes que je connais, des investisseurs sur Realty ou n'importe quelle autre plateforme qui aient investi que 50 euros une fois dans leur vie, en tout cas ceux qu'on entend, quoi. Donc, après, il y a toujours des espèces à mon sens, de faux arguments, genre oui, mais c'est de l'argent que tu peux perdre, il faut considérer que c'est perdu, c'est les cryptos, c'est comme ça, etc. Moi, je trouve que c'est des arguments un petit peu faciles. Alors, c'est vraiment un peu c'est vraiment mon avis personnel. Ah, mais très, très, très clair. Et bon, on verra. Après, on parlera à la fin d'autres plateformes notamment. Juste, on va faire sur 2 points. Quelle a été ta stratégie réellement? Tu en as un peu parlé. Et quelle est ta stratégie aujourd'hui? On va passer un peu sur le présent. On parle toujours de Realty ou de Toujours de Realty. Toujours de Realty. Ok. Ma stratégie de départ n'est pas la stratégie d'aujourd'hui. Je vais m'expliquer de manière la plus claire possible. Au départ, la première année, j'ai investi, comme je l'ai dit, de manière un petit peu hasardeuse ou un petit peu de collection. Au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques du côté investisseur, notamment des problématiques informationnelles et des problématiques d'analyse, d'où la naissance des scores dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces scores étaient effectivement orientés patrimonial parce que dans ma notion défensive, je visais du patrimonial. Les scores avaient aussi pour volonté d'essayer à la fois du côté investisseur, de faire prendre conscience aux investisseurs d'un certain nombre d'éléments, en tout cas sur lesquels porter attention quand on investissait sur un bien, et du côté de Realty pour essayer de faire évoluer positivement le contenu qui était présenté aux investisseurs, la temporalité également, etc. etc. Pendant 2 ans, il y a eu un travail assez intense. J'ai fait un travail assez intense donc sur les scores, mais pas que. Il y a toute une partie qui est pas connue, qui n'est pas vue par la communauté de Realty, mais avec des échanges assez intenses avec Realty, les 2 frères. Et puis, au bout de 2 ans, le niveau de l'évolution était insatisfaisante pour moi. Je parle de l'évolution du côté risque. Je ne parle pas des évolutions technologiques, hein, etc., etc. Je parle vraiment des évolutions immobilières ou de l'appréhension immobilière de la plateforme, de la gestion immobilière. J'ai donc décidé de prendre mes responsabilités d'investisseur, de remettre un petit peu tout à plat, d'une part d'arrêter les scores, et puis également de considérer un autre risque
quand on parlait de due diligence au départ, un autre risque que je n'avais pas considéré parce que je viens d'immobilier, c'était le risque de la plateforme elle-même. Les scores ne prenaient pas en compte le risque de la plateforme. Et donc, j'ai fait toute une due diligence assez approfondie sur la plateforme, sur son passé, sur ses dirigeants, etc., etc., etc. Ça a levé un certain nombre de doutes chez moi, un certain nombre d'interrogations. Il y a eu également à ce moment-là certaines demandes de la communauté sur des documents qui permettaient en tout cas d'avoir une vision sur pas une audit, mais en tout cas de pouvoir voir certaines choses qui n'ont toujours pas été satisfaites. Je parle en termes de temporalité. Hein. Ça avait été dit que ça allait être fait, mais ça c'est toujours pas fait. Donc, de la compta, tu parles... oui, les comptes simplifiés, par exemple, très, très évidemment. Il y a quelques petites autres choses également. Tu peux développer si tu veux. Oui, non, je ne veux pas développer sur ce point-là. Donc, entre octobre et puis mars, donc octobre de l'année dernière et puis mars de cette année, j'ai complètement fait renverser ma stratégie. C'est-à-dire que alors que j'étais un fervent défenseur de l'aspect patrimonial des biens, j'ai complètement renversé à la lecture des risques que j'estimais désormais supérieurs parce que je ne les avais pas analysés en réalité. J'ai complètement renversé ma stratégie et j'ai estimé que le yield servi par du patrimonial n'était pas suffisant au vu des risques à la fois immobiliers mais à la fois de l'entreprise. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu à ce moment-là, au début de cette année, donc j'ai eu à peu près quelques mois de réflexion, puis ensuite au début de l'année, j'ai vendu 2/3 de mon portefeuille chez Realty pour ne conserver que certains bâtiments qui avaient, notamment ceux qui avaient un yield les plus élevés. Okay. Ce qui fait que mon évolution, elle est passée de la team patrimoniale, si je reprends les propos de Globe que tu as reçus récemment, à la team yield, mais pas pour des notions spécifiquement immobilières, pour en fait des notions de risque. Ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec un portefeuille qui a une très bonne rentabilité en termes de Realty, c'est-à-dire que je suis à plus de 13% annuel. Ce qui est pas mal. Et donc j'ai sorti 2/3 de mon portefeuille, je suis sorti pour 2/3 de Realty pour aller chercher du yield ailleurs sur d'autres produits. Ok, on va en parler après sur les autres. Ok, donc au plus important, Realty, ça représentait combien à peu près de pourcentage de ton portefeuille? Alors, si je vais parler juste de mon portefeuille, on va dire les actifs, je vais parler ça comme ça, les actifs circulants à la semaine, c'est-à-dire tous les actifs que je peux sortir en moins d'une semaine. C'est-à-dire, vous avez compris, le cash, les actions, etc. etc. Au plus fort, ça devait être peut-être 25%, quelque chose comme ça, peut-être 25%. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais presque que du cash, 25% du cash. Aujourd'hui, Realty, ça représente 7%. Et puis, ce que j'ai mis ailleurs, principalement dans des cryptos, on pourra en parler plus tard, là, ça représente 17%. Ouais, donc 24, 7 plus, ouais. J'étais à 24% avant, donc 7 plus 17, voilà, 24. Ok, donc du coup, par rapport à tes reventes, tout ce que tu as obtenu suite à tes reventes, en gros, tu les as laissés sur la blockchain et tu les as réinvestis différemment. Oui, je les ai laissés sur la blockchain. Il y a jamais eu une volonté de sortir de la blockchain, hein, attention. La tokenisation, c'est vraiment un secteur dans lequel je crois profondément. On pourra peut-être en parler tout à la fin du pourquoi, du comment. Mais
Le but, c'était pas de cash out et puis de récupérer, j'allais dire mes euros, mais en l'occurrence mes francs suisses, En Suisse. sur mon compte bancaire. Ma manière d'apprécier les choses, c'est que ce qui rentre sur la blockchain ne ressort pas de la blockchain. On va dire ça comme ça. Il ressortira peut-être à ma retraite pour me payer des glaces au bord d'un lac en Suisse, mais en tout cas pas aujourd'hui. Donc voilà, c'est effectivement resté sur la blockchain. C'est pas forcément resté sur Gnosis. On pourra peut-être aussi en parler. Voilà. Yes, bah vas-y, si tu veux développer un peu sur quelle est aujourd'hui un peu ta stratégie crypto, enfin, comment tu utilises ces fonds, si tu veux Alors, développer un peu. les deux tiers les deux tiers des fonds, les deux tiers des fonds qui étaient à l'origine chez Realty, je les ai à la fois bougés de blockchain pour les mettre sur des blockchains qui étaient plus dynamiques, on va dire, que Gnosis. Gnosis, c'est une blockchain qui est très bien, hein. Techniquement, ça va très bien. Elle a une excellente réputation. J'ai absolument rien rien à dire là-dessus. En revanche, c'est pas là où il y a, c'est pas là où il y a la TVL. Voilà, c'est pas là où il y a le gros de la TVL. Donc, ces montants-là, ils ont été mis sur, par exemple, sur Polygon. Et puis sur quelques autres blockchains. Ils ont été mis sur quelque part un peu ma spécialité, c'est liquidity provider. Donc sur ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent non, c'est même pas l'équivalent du RMM parce que voilà, c'est sur des pools de swap, on va dire ça comme ça. Et puis l'objectif que je me suis fixé, c'était d'avoir toujours un rendement minimum de minimum 15%, de manière la plus sécuritaire possible dans les cryptos. Alors oui, il y a des risques qui sont inhérents aux cryptos, des risques technologiques, etc. Je suis persuadé que ces risques, on peut les mitiger tout de même. Et puis, la manière dont j'investis sur les cryptos, c'est uniquement dans des pools en stablecoin, en BTC et en ETH. Voilà. Donc, je ne vais pas partir sur des mêmes coins ou de je sais quoi d'autre. Pour un Donc, profil sécuritaire comme toi, je mets sécuritaire, franchement, voilà, c'est je pas mets des grosses sécuritaire du guillemets. Hein. tout. C'est pas sécuritaire du tout. Là, voilà, c'est ce qui est sur la crypto, elle ne peut pas être sécuritaire. Mais à mon avis, c'est ce qu'on peut faire de plus sécuritaire. Enfin, une des choses les plus sécuritaires qu'on puisse faire si on choisit les bons protocoles, les gros protocoles, par exemple. Ok, bon, très clair. En tout cas, tu as switché un peu, si on comprend bien, de stratégie pour toujours avoir des rendements juste excellents. 13 sur Realty et 15 minimum sur le reste. Et ouais, bravo. En tout cas, c'est des très beaux rendements. On va parler malgré tout, mais bon, tu as toujours quand même 7% chez Realty, donc en tout cas, tu n'as pas abandonné totalement Realty. Est-ce que tu achètes quand même des nouvelles propriétés ou c'est juste tu conserves les anciennes qui t'apportent des gros rendements? Non, je conserve les anciennes. Ça fait un an, au moins un an que j'achète plus de propriétés. Et le bénéfice issu de Realty est réinjecté ailleurs que Realty. C'est-à-dire que je cachote systématiquement ce que j'obtiens de Realty, Ok. de mes loyers. La tendance que je perçois chez Realty, c'est une tendance d'évolution négative. Je vais expliquer pourquoi, comment. Mhm. Il y a un utilisateur, un client de Realty, s'appelle Isel, qui fait des Ouais, tableaux je vois. qui sont dans le temps, c'est-à-dire année par année. Et si on voit les tendances, je parlais tout à l'heure de vision stratégique. Si on voit si on voit la vision stratégique de Realty et l'évolution d'année en année, on voit assez clairement, regardez le tableau, je ne sais pas si tu voudrais le mettre en lien, mais on voit assez que la proposition de Realty d'il y a 4 ans ou 3 ans en arrière n'est plus la même aux investisseurs que la proposition actuelle, tant en termes de mise à disposition des biens que de rendement, que de frais, etc. etc.
le chiffre d'affaires aussi, ça c'est un truc qui est assez intéressant. Le chiffre d'affaires annuel de Realty de cette année est inférieur au chiffre annuel de l'année dernière. Alors, il y a certainement des explications, mais pour moi, c'est pas une évolution positive de l'entreprise. Et là, je parle juste en termes financiers, en termes de chiffres. Donc, mon intérêt pour Realty n'est pas mon intérêt pour le Realty de l'époque. Ok, ouais. Enfin, toi qui connais quand même bien l'immobilier, forcément, le marché de l'immobilier, il évolue, il est cyclique. Est-ce que ces chiffres-là se traduisent pas finalement juste l'évolution du marché immobilier, en tout cas sur les marchés sur lesquels ils sont aujourd'hui? Je peux pas savoir parce que on n'y est pas. Déjà, Mhm. ça c'est le premier élément. Et on peut pas savoir parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres sur pas grand-chose. Et ça, c'est une problématique. Non, mais tu as les chiffres au moins, par exemple, ceux qui sont partagés par Isel, je crois que c'est ça son nom. Ouais. En effet, on voit les rendements année par année, ils Mhm. baissent. En effet, les Rentstart, année à année, ils augmentent. Mhm. Euh, voilà, ça, je le comprends, mais après, c'est aussi lié au marché. Bon, 70% des propriétés sont à Détroit. Bon, le marché de Détroit a évolué, ils le disent régulièrement. Ah, c'est logique. Après, on peut, c'est ma vision, on peut critiquer en effet qu'ils auraient dû anticiper, trouver un autre marché parce que si c'est plus Détroit, il y a d'autres marchés qui, eux, n'ont pas fait encore leur évolution. Mais moi, sur ces chiffres, en tout cas, diesel, ça ne me choque pas, je comprends. Après, un peu moins sur les Rentstart, qui, en effet, il n'y a pas assez d'informations, j'en parlais encore, du coup, dans la vidéo là, de cette semaine. Mais ça en tout cas, ces chiffres-là me parlent pas. Après, le fait que, en effet, qu'il y ait le chiffre d'affaires sur moins que l'année dernière, ça peut être un problème. Mais encore une fois, il vaut mieux qu'ils nous proposent moins de propriétés parce qu'ils n'en ont pas trouvé des bonnes, que le chiffre d'affaires ait augmenté de 50% et qu'on ait 50% de merde. Enfin, après, c'est ma vision. Mais... Realty, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe avec énormément de facettes. On pourrait en parler pendant des jours. Bon, de toute manière, chacun voit midi à sa porte. Par exemple, je vais donner un exemple. Le fait que je switch de patrimonial à yield, en fait, c'est aussi une réaction à la manière dont Realty a avancé sur ses projets. Pour qu'il y ait du patrimonial, il faut que ce patrimonial soit valorisé. Pour qu'il soit valorisé, il faut qu'il soit réestimé régulièrement et qu'il puisse être vendu sans des marges de vente trop importantes. On va dire ça, de mon appréciation, trop importante. Si on n'a pas ces deux éléments, le patrimonial, c'est un peu du patrimonial de musée, quoi, du patrimonial de papier, mais c'est pas. Et ce qu'on a vu là, c'est pour l'instant une non-capacité à réestimer des biens, notamment les multifamilies, et puis lors de la revente, des frais qui vont ronger, enfin des frais, il y a aussi des impôts dedans, il y a toute cette notion-là, qui vont ronger cette espèce d'illusion patrimoniale. C'est la manière dont moi je vois les choses. Donc en réalité, cette manière de proposer le produit et la sortie du produit et la vie du produit va porter les clients à se tourner, ça ne peut pas leur être reproché, vers du yield, mais ce n'est pas lié au bâtiment lui-même, c'est vraiment la structuration du produit. Après, je suis d'accord. Et finalement, est-ce que c'est en fait les propriétés à haut yield, encore une fois, je mets des guillemets, mais est-ce que finalement, c'est pas vraiment leur expertise et le patrimonial, on l'a vu, hein, c'est pas parfait. Est-ce que finalement,
Parce qu'ils parlent souvent, quand on ne sera pas expert sur un domaine, on fera appel à un partenaire. Aujourd'hui, tous les partenaires où ils ont essayé d'avoir des partenaires, ça ne s'est pas vraiment fait. Donc, est-ce que tout simplement, en effet, au niveau patrimonial, ils savent pas faire en fait. Clairement, ils sont très très forts sur les hauts yields. Ils l'ont fait au bout de 550 propriétés, et je pense qu'ils ont aussi une expertise avant. On voit quand même qu'il y a quand même eu des belles choses, mais c'est vrai que moi, clairement, par exemple, sur des locations courte durée, une location courte durée, normalement, c'est fait pour augmenter le rendement. C'est la logique. Pourquoi on fait du Airbnb? C'est pas pour avoir le même rendement que finalement de la location classique à papa au loup à une famille. Et on voit sur les locations courte durée, c'est pas waouh, honnêtement. Donc, parce que c'est pas leur expertise. Clairement, ouais, tu as totalement raison. Je veux dire, c'est assez légitime de mettre des doutes sur le patrimonial chez Realty, d'émettre des doutes sur les locations courte durée, voire d'émettre des doutes sur les propriétés hors des États-Unis, hors de leur champ d'investigation, même premier de Détroit, voire de Détroit, je mets Détroit et Chicago ensemble, enfin leur nid historique. Cleveland, c'est pas aussi. Mais bon, oui. Ouais, aussi Cleveland, on peut le mettre dans, on va dire le nord-est des États-Unis, la Rust Belt, comme on appelle. Ouais. Donc, ouais, après, en ce qui concerne, oui, après, sur les notions de partenariat, on peut aussi s'interroger sur un certain nombre de partenariats qu'on n'a jamais vu se développer. Non, oui, non, il y a eu des annonces, il y a eu des choses, bon, ça s'est pas fait. On n'a pas, et puis bon, c'est logique. Puis après, c'est aussi leur société, donc Realty, malgré tout, c'est ce qu'on se disait avec Draz. Honnêtement, je connais pas très peu de sociétés. Lui a dit il a pas, mais très peu de sociétés avec une aussi grande transparence. Je sais qu'il y a une société qu'on affectionne tous les deux particulièrement, où il y a aussi une grande transparence, mais qui n'a pas non plus le même track record forcément que Realty. Mais malgré tout, toutes les semaines, ils sont là, ils répondent à des questions. Ils ne répondent pas à toutes les questions, on est d'accord. Mais en tout cas, ils sont là, ils essaient de répondre à un maximum de questions. Ça, il y a quand même très peu de sociétés qui le font. Après, il reste toujours quand même des questions en suspens, et on ne peut pas être non plus tout connaître à l'intérieur d'une société. Je les comprends, ce qui est logique. Mais bon, c'est dommage, il y a eu aussi je ne sais plus le nom du partenaire là, qui avait fait le premier bien en Alabama. J'ai oublié leur nom, Roofstock, un truc comme ça. Bon, il n'y a pas eu de suite. Moi, je suis déjà allé me balader sur leur site, et il y a des propriétés du même calibre que ce qu'ils nous ont déjà proposé, avec des rendements corrects et même parfois mieux. Voilà, je ne sais pas après si tout le monde est trop gourmand ou pas au niveau des frais, mais en tout cas, il y a des choses. Donc, je ne sais pas où c'est. Et pour être honnête, le Colombie arrive. On peut en parler après si ça ne te dérange pas, notamment, en tout cas de l'avenir et comment toi tu vois l'évolution. Mais la Colombie, alors je ne connais pas Phil Forscher, je ne sais pas, je ne connais pas cette personne. Personnellement, on verra avec le temps, mais à part qu'il a l'air d'être franco-colombien, est-ce que c'est une personne réellement, qui a vraiment un bagage immobilier, honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui, on n'a pas plus d'infos, c'est le début, on verra. Mais je sais pas, c'est pas le type de partenariat dont je m'attendais de la part de Realty. Je m'attendais à une vraie société, expert du domaine sur place. Voilà. Est-ce que ça va être ça? On verra. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Mais je voyais plus ce genre de partenariat, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les partenariats, ils ont du mal à se faire, en tout cas. C'est juste ce que je vois. Après, on n'est pas dans les secrets des dieux. Realty a une position assez, de mon point de vue, assez difficile, on va dire, vis-à-vis de sa communauté, de ses clients, de la manière dont on le voit, mais à la fois, il communique beaucoup,
ils veulent avancer très vite. Ça, c'est le côté, on va dire, le côté positif, enfin positif, ouais, un peu fonceur comme ça. Et d'un autre côté, de mon point de vue, ils n'ont pas la transparence fondamentale nécessaire, en tout cas en ce qui me concerne, et il n'y a pas de notion de gestion ou de stabilisation des acquis. C'est-à-dire qu'on est continuellement sur du développement très, très volontariste, tant en termes géographiques qu'en termes de type de bien ou que le côté développement technologique me dérange un peu moins, c'est-à-dire qu'il soit volontariste là-dessus. Pour finir, c'est quand même là où il y a l'avenir. Mais en tout cas, en termes immobiliers, donc c'est extrêmement, je trouve extrêmement difficile, en tout cas, de discuter avec certains des investisseurs qui ont une vision très, pas angélique, mais très, très, Fan. très fan ou très anti, parce qu'il y a les deux côtés. Il y a également des gens qui ont quitté Realty presque en claquant la porte. Hein, donc, c'est assez difficile pour Realty, je les comprends, parce que c'est des entrepreneurs. Le problème d'un entrepreneur, et surtout, ça a l'air d'être une espèce de spécialité des francophones, c'est que dès qu'on essaye d'entreprendre quelque chose, on va se faire attaquer de tous les côtés et puis se faire. Donc ça, c'est le côté que j'aime pas beaucoup. Donc, en ce qui me concerne, je peux paraître extrêmement critique du côté de Realty, mais enfin envers Realty, mais ça n'a jamais été, enfin, même si ça peut être perçu autrement, mais en tout cas, ça n'a jamais été dans une volonté de détruire le projet. Ça a toujours été dans une volonté de porter le projet plus tard. Et puis, bah là, ça permettra peut-être de brancher sur mes activités un petit peu plus larges, parce que, bon, voilà, Realty, c'est le leader, en fait, d'un secteur. En tout cas, c'est un leader pour les francophones d'un secteur. Ce secteur, c'est l'immobilier tokenisé, c'est d'une manière plus large la tokenisation. Alors, ce n'est pas les leaders de la tokenisation, vous avez compris, mais en tout cas, les leaders de l'immobilier tokenisé. Et puis, c'est vraiment ce secteur-là qui moi, m'intéresse. C'est-à-dire qu'après cette expérience chez Realty, où Realty m'a appris énormément de choses, de par le travail que j'ai dû faire moi-même aussi, parce que effectivement, on est au tout début de quelque chose. Il faut énormément travailler par soi-même, faire des recherches par soi-même, se former à la blockchain, utiliser ne serait-ce qu'un MetaMask pour ceux qui débutent, mais on apprend énormément de choses. Et quand on se trouve dans ce secteur-là, avec un leader qui est, pour le coup, extrêmement hégémonique, je trouve problématique pour les investisseurs. Moi, mon objectif, c'est de me mettre du côté des investisseurs dans l'immobilier tokenisé. C'est-à-dire que je n'ai pas de parti pris pour un projet ou un autre projet. Dans la situation actuelle dans ce secteur, je vais porter et je vais essayer d'aider des outsiders pour qu'il y ait une pluralité de choix, pour que se mette en place à terme, et ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est certain qu'on y arrivera, pour qu'il y ait de la concurrence, pour que les investisseurs aient le choix, et le choix en choisir s'ils vont prendre un immeuble où ils ont 24 heures pour l'étudier comme Realty, ou un immeuble comme ils ont 12 heures pour l'étudier chez Equito, bien que Equito, ce n'est pas de la tokenisation, ou bien qu'ils aient 3 jours pour l'étudier comme Atoa, ou bien qu'ils aient 3 semaines comme quelqu'un qui n'est pas encore là, mais qu'il y ait ces choix-là, parce que l'investisseur mérite ces choix-là, et l'investisseur mérite d'avoir le meilleur de chaque entreprise, de chaque proposition. Ok, bon, on va développer ce point-là. Juste, on va clôturer Realty et après, on va aller sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que tu rachèterais un bien chez Realty? De la transparence. Il ne faut pas confondre communication et transparence. Pour moi, des communications chaque semaine ne sont pas de la transparence. On pourra parler d'autres projets
qui ont pour moi une vraie transparence. Une transparence des contrats, une transparence des comptes, une transparence de la structuration, une transparence des sociétés, enfin, à plusieurs niveaux, et pas une communication chaque semaine de oui, on va faire, peut-être, c'est une idée, on vous assure que. Ça, c'est pour moi, c'est de la communication. Et ça ne me porte pas à continuer à investir chez Realty. Pour rappel, je ne suis pas entièrement désinvesti de Realty parce que j'ai toujours un intérêt à la fois pour le leader du marché, mais également un intérêt dans cette entreprise, un intérêt, un espoir d'évolution dans le sens dans lequel j'aimerais que cette entreprise aille pour le bien des investisseurs, chez Realty en l'occurrence. Ok, bon, parfait. Donc très clair. Et du coup, on clôture ce sujet Realty. Et du coup, on va parler des autres plateformes que tu suis, sur lesquelles tu es investi dans l'immobilier tokenisé. Et pas fractionné, parce que j'ai bien compris que le fractionnement, c'est pas pour toi, c'est trop français. Donc, sur quelle plateforme es-tu aujourd'hui investi? Alors, aujourd'hui, je suis investi sur Atoa parce que c'est pour le coup vraiment un projet qui me tient à cœur parce que j'estime que ce projet est particulièrement transparent et particulièrement sécuritaire. Je ne connais pas aujourd'hui d'autres plateformes qui soient aussi transparentes et aussi sécuritaires que Atoa. Je suis également investi, même si ce n'est pas de l'immobilier tokenisé, sur Equito. Pourquoi? C'est mon côté curieux, ça je l'avais dit. C'est-à-dire que je teste plein de plateformes. Hein. En fait, j'investis dans plusieurs plateformes et puis il y en a qui se plantent. Hein. Donc, Equito… tu veux parler de blocs? par exemple, on parlera de blocs si tu veux tout à l'heure. Donc, Equito, je m'y suis intéressé parce qu'ils ont une expérience utilisateur qui est très accessible sur le téléphone mobile. Enfin bon, bref, c'est vraiment 3 clics pour. En revanche, sur la partie transparence, j'émets également des doutes. Mais bon, ça a l'air de fonctionner, quoi. On va dire ça comme ça. Mais j'investis pas plus que ça. Il n'y a pas d'autres plateformes sur lesquelles j'ai investi. J'ai investi sur Brick Club. Donc, Brick Club, c'était l'extension tokenisation, soi-disant. Je dis soi-disant, c'était le but que ce soit la tokenisation de Brick. Pas à confondre avec Brix, hein. Brick. C'est un projet qui avait beaucoup d'ambition, dans lequel je me suis laissé porter au départ, et puis qui pour moi est un échec, clairement. Donc voilà, j'ai quelques petites billes là-dedans, mais rien de bien méchant. Donc, t'es pas le seul. Hein. Enfin, Voilà. je suis dedans, mais c'est voilà. pas grave. Et puis j'avais investi dans Blocks, ouais. Block.imo. Block.imo. Alors, ça, c'est aussi un truc qui est intéressant pour les investisseurs dans ce secteur-là. Quand on s'intéresse à un projet qui va démarrer, je me suis fixé pour principe de ne pas investir sur le token du projet. J'investis sur un token qui représente un bâtiment. Après, on pourra discuter des royalties, etc., etc. Mais c'est pas, même là, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que je refuse d'investir sur une plateforme qui émet d'abord un token pour se développer, pour ensuite mettre des biens en vente. Moi, j'aime et donc j'investis sur sur quelque chose où il faut une preuve de concept. C'est-à-dire, je vais investir sur la preuve de concept. Et c'est exactement ce que j'avais fait sur Block.imo. C'est-à-dire que moi, j'avais pas investi sur leur token, donc leur token bloc, mais sur un token du bien qu'ils avaient mis en vente. À Orléans. Voilà, la vente a foiré, bon bref, etc. Donc en réalité, moi, sur Block.imo, j'ai pas perdu d'argent parce que j'étais remboursé. Mais les investisseurs, on va dire, dans l'entreprise, ben voilà, ils s'en mordent un petit peu les doigts. Alors ça, c'est la problématique, c'est qu'on peut faire mais ça, tu sais aussi bien que moi,
on peut faire toutes les recherches qu'on veut, on peut discuter avec qui on veut. Il y a toujours cette part de risque qui fait qu'on fait le mieux qu'on peut, mais on ne sera jamais bon, on va commettre des erreurs, il va se passer des imprévus, on va pas tout voir. Il ne s'agit pas de... Je suis pas même si on veut éviter les Ponzi, même si on veut éviter les arnaques, on est dans un secteur extrêmement risqué. On n'est pas en train d'acheter du air liquide via des assurances vie. Donc, voilà, c'est de... Il y a toujours un risque, malgré tout. Il y a toujours un risque. Il faut en être conscient. On dit souvent, investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Honnêtement, pareil, je ne sais plus qui m'a dit ça la dernière fois, je déteste cette phrase. C'est plus l'argent dont vous n'avez pas forcément besoin dans l'immédiat, mais il y a un risque. Sinon, il faut se mettre sur le livret A pour les Français. Et je ne sais pas s'il y a la même chose du coup en Suisse. Mais ouais, sinon, gardez du cash, gardez tout en cash. Mais bon, sur de l'euro, c'est pas forcément intéressant. Sur du franc suisse, c'est un peu mieux, mais voilà. Ouais, après, il y a toutes les problématiques de rendement également, parce que comme ce milieu, je pense, cet écosystème, il est très petit, tout le monde se connaît, on va dire ça comme ça, mais y compris les investisseurs se connaissent au moins virtuellement. Le fait qu'on ait eu au départ un projet qui propose des hauts rendements nécessite, alors qu'on est dans des conditions de marché dans d'autres pays à d'autres moments, etc., nécessite presque que ces autres projets aient des hauts rendements, au minimum plus de 10%. Ça, c'est aussi problématique. Mais là, c'est pareillement, c'est les responsabilités, de mon point de vue, des investisseurs. À un moment donné, il faut se former, à un moment donné, faut étudier les choses, limiter les risques et puis savoir ce qu'on veut. À titre personnel, moi, en Suisse, je rêverais d'avoir de l'immobilier tokenisé, une plateforme d'immobilier tokenisé en Suisse, en tant que Suisse, avec 3 ou 4% de rendement. J'adorerais, mais j'ai pas. Voilà. Donc, la notion de rendement... Une idée d'entrepreneuriat. Ah ben, alors je déroule le tapis rouge, celui qui me propose ça, et ça a l'air absurde, dit comme ça, même même du côté français, parce que l'immobilier en Suisse, c'était tout un autre marché. Le marché ne baisse pas en Suisse. Il ne baisse. Ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il ne baisse pas. C'est aussi beaucoup lié à la monnaie. Mais bien sûr, il y a des problématiques. Franc suisse versus le dollar ou l'euro, il n'y a pas photo. À la limite, avoir du franc suisse, c'est comme mettre votre euro à 3-4% par an, c'est la même chose. Exactement, c'est une problématique absolument en tant qu'investisseur suisse, c'est une problématique, c'est les taux de change. C'est que on préfère, tous les investisseurs suisses, ils préféreraient garder leur franc suisse en réalité. Dès qu'il y a un change, en fait, il y a une perte. S'il n'y a pas une perte immédiate, il y a une perte à terme. Voilà, c'est ainsi que se passent les choses. Donc, mais bon. Alors, on vous envie tous. Ok, donc Atoa. Atoa, donc on en a parlé. Atoa, Equito, oui, on a parlé les trois. Tout le monde l'attend, mais personne ne sait quand il viendra. Il y a CryptoStone. Voilà, donc. Voilà. D'une manière générale, je vais dévier peut-être sur un autre sujet là. Comme je le disais, c'est un milieu, heureusement, qui est très petit. Et tout le monde se connaît. Donc, ce qu'on voit de moi, depuis une année, je me suis fait un petit peu plus rare sur les réseaux sociaux, à part sur les réseaux sociaux propres, mais en tout cas sur les réseaux sociaux tiers. Ça n'a pas empêché que les contacts ont continué avec un certain nombre de projets. Donc, évidemment que, comme toi, je suis en contact avec Mehdi de Atoa, enfin, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, avec Laurent de CryptoStone, etc., etc. C'est important pour moi d'avoir cette vision stratégique pour les investisseurs, d'essayer d'éviter, comme je disais, la première chose, c'est d'essayer d'éviter les pièges, de faire de la culture de l'investisseur sur ce domaine très particulier et d'éviter les pièges, en tout cas les pièges grossiers. Et puis,
on a mis en place avec Cyril une plateforme, on l'a appelée Tokenize, qui est en fait une plateforme qui est dédiée pour les investisseurs. Donc, faut voir ça, je sais pas, comme le syndicat des investisseurs, on va dire ça comme ça, pour faire sans la connotation de gauche, mais bon, bref, l'association des petits investisseurs en immobilier tokenisé, voilà. Et Ça Tokenize, en est où d'ailleurs? Parce alors, que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vote, je crois. alors oui, il n'y a pas de vote. Oui, il n'y a rien qui se fait de manière visible. C'est pas mort, loin de là. On continue à explorer des champs, des possibilités, mais on est quelque part astreint au rythme de l'écosystème. Euh, Dans l'écosystème, depuis 6 mois, il se passe pas grand-chose. Realty fait Realty, on va dire ça comme ça, se développe, etc. C'est très bien. Atoa, il a mis quelques biens sur le marché, mais il n'y a pas de nouveauté fondamentale chez Atoa. Chez Equito, il n'y a pas de nouveauté fondamentale. CryptoStone, on l'attend, etc. Donc, on est dans une phase d'attente. On est prêt à sauter sur toute occasion. On est prêt à aider. Ça, c'est une dimension également de Tokenize. C'est de faire cette espèce de relais des investisseurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un investisseur, grossièrement, hein, qu'est-ce qu'un investisseur il cherche dans ce secteur-là? Est-ce qu'il préférera une action ou est-ce qu'il préférera des royalties? Est-ce qu'il préférera être sur Polygon ou est-ce qu'il préférera être sur Sui? Enfin, je prends au hasard une blockchain comme ça qui me venait en tête. Et tout ça, c'est cette notion de volonté de développer l'écosystème, d'aider toutes les parties dans l'écosystème avec la vision investisseur, avec cette volonté de pousser cet écosystème vers le haut pour le bien de l'écosystème, quoi. Donc, on a un site internet. Oui, bon, il y a les canaux, il y a mes canaux Telegram, etc. Je mettrai en dessous d'ailleurs, dans la Ouais, description, bon, il y aura le mon lien sur le Twitter, canal. etc. Mais bon, voilà, je suis pas. Comme moi, j'ai rien à vendre, et puis j'ai rien à vendre, puis j'ai pas les affiliations, je m'en fiche. C'est pas non plus mon truc principal d'aller faire de la promotion. Donc oui, malheureusement, on est dans un écosystème qui est encore très petit, qui se développe pas aussi vite que je l'espérais, avec des problématiques liées à la législation française. On est au tout début. Mm. Après, voilà, Riti a été pionnier vraiment tout au début. Aujourd'hui, il y a eu des tentatives qui ont été des échecs, hein, OPCAP, on Block.imo, on en a parlé, Brick Club, enfin, voilà. Ça, c'est aussi compliqué. Après, voilà, là, tout ça, c'est sur aussi le marché français. Il y a quelques acteurs sur le marché espagnol qui y arrivent. Et est-ce que toi, tu as des plateformes que tu peux suivre peut-être un peu plus loin, en Asie, en Afrique ou autre? Alors en Afrique, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. En Asie, il y avait eu quelques essais. Il y avait un truc qui s'appelait, je me souviens plus les noms. Ouais, il y en a à Bali. Aux États-Unis, la seule que je connais, elle vaut pas le coup d'être citée. Ouais, oui, je sais. Ouais, il y a aussi, oui, OPCAP. Oui, j'avais investi chez OPCAP. C'est un semi-échec dans le sens où ça sera jamais, dans mon avis, ça sera très probablement jamais tokenisé. C'est un milieu qui est extrêmement particulier, hein. Je parle du milieu des investisseurs dans l'immobilier tokenisé, dans la crypto, etc. C'est un milieu qui est quand même vraiment dur, hein, pour les entrepreneurs. Même je trouve aussi pour ceux qui s'exposent, c'est assez dur, hein, mais bref, surtout quand on est au tout début, bon, voilà, enfin, on sait que l'Union européenne, c'est pas simple. Et bizarrement, alors bizarrement, je ne sais pas si c'est bizarre, mais tu vas nous le dire aussi, mais la législation suisse a l'air plus simple. On l'a vu avec l'exemple de Clean Site Mining. Est-ce que c'est un bon exemple ou pas? Tu peux nous donner ton avis si tu veux, si tu as suivi la chose. Mais ça me paraît pourtant plus simple en Suisse. Et en tout cas, il y a une législation qui a l'air plutôt claire. Et c'est bizarre finalement qu'on n'ait pas de projet en Suisse. Ouais, alors, sur Clean Site Mining, j'ai jamais vu l'intérêt de Clean Site Mining pour la simple et bonne raison
que ce secteur économique, je ne vois pas l'intérêt de le tokeniser quand on sait qu'il y a déjà, qu'il est hyper compétitif. C'est-à-dire que le minage de Bitcoin, c'est certainement un des secteurs les plus compétitifs dans la tech. Donc, je ne comprends pas quelle est la plus-value de la tokenisation dans un système hyper compétitif. Autant être actionnaire de, je sais pas, un des gros. Riot et tout ça. Voilà, un des gros. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ferai un petit peu le parallèle avec l'or, en fait. Est-ce que c'est judicieux d'acheter une participation dans une mine d'or alors qu'on peut acheter de l'or plus facilement et détenir réellement l'or sans les risques liés à l'entreprise. Donc, c'est pour ça. Et à terme, d'ailleurs, j'ai l'impression que sur ces derniers mois, le fait, si on avait mis la même somme à détenir du Bitcoin directement plutôt que des parts de clean site mining, je crois qu'on s'en sortirait mieux aujourd'hui. Et je pense que la tendance, alors c'est vraiment un avis personnel pour le coup, la tendance, elle est plutôt à la détention directe de Bitcoin. Donc c'est pour ça que moi, je suis exposé effectivement au Bitcoin, mais pas à clean site mining ou pas à n'importe quel autre mineur par ailleurs. Okay. Mais oui, il y a des études là-dessus, en effet. C'est plus intéressant d'investir directement dans le Bitcoin que dans le minage. J'ai vu des choses passer dans ce sens-là. Après, voilà. Bon, moi j'ai des billes dans CleanSight, c'est public, donc j'ai pas mis énormément, mais voilà, j'ai mis pour voir, pour suivre le projet, et on verra. On verra la suite. Voilà. Ouais, non, alors attention, hein, moi je dis pas je suis pas en train de reprocher les gens qui ont investi dans CleanSat Mining. Hein. C'est absolument nécessaire et sain, on va dire ça comme ça, que des gens investissent en tout cas une toute petite fraction pour essayer les plateformes, quelles qu'elles soient, pour qu'elles puissent rendre un avis. Ces gens-là sont extrêmement précieux. Si toi tu l'as fait, et qu'ils en fassent un feedback, c'est une valeur inestimable pour les investisseurs parce que, quelque part, ils sont en train de faire le canari dans la mine pour vous. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un coup de grisou, c'est eux qui se le prennent et puis vous vous foutez encore de leur gueule. Mais c'est pour ça que je dis que cet écosystème, il est très dur pour ceux qui produisent également des choses. C'est que voilà, il n'y a pas beaucoup de place à la bienveillance, on va dire ça comme ça. Donc, CleanSat Mining, oui, l'aspect législatif en Suisse. Alors, la manière dont je perçois les choses, je ne connais pas très bien le côté législatif en France. La législation en Suisse est beaucoup plus libérale, d'une manière générale, et y compris au niveau économique, et a fortiori en plus dans ce qu'on appelle, nous ici, les fintech. Les fintech, donc toutes les nouvelles technologies liées à la finance, et évidemment dans la blockchain. Donc, c'est beaucoup plus simple, effectivement, de monter une entreprise et de se faire reconnaître en Suisse dans le monde crypto. Je te donne un exemple assez simple. Par exemple, en Suisse, tu peux monter une entreprise, donc une société anonyme, en ayant comme apport des bitcoins. Donc, c'est reconnu. Donc, en France, quand tu sais que, enfin, je ne sais pas, tu vas me confirmer, mais quand tu sais que même il y a les banques qui rechignent ou qui traînent de la patte parce que tu as acheté un pouillonnem de bitcoin une fois dans ta vie, voilà, on n'est pas dans le même registre. Voilà, jamais faire du off-ramp avec une banque traditionnelle française. Hein. Sinon, ton compte, il va te bloquer direct. Donc, oublie. Donc, il y a un dynamisme en Suisse évident sur la blockchain. Il y a 3 pôles, en fait, en Suisse de compétences. Il y a Zug, ils appellent la Crypto Valley. Il y a Neuchâtel, qui est également connu. Et il y a également Genève. Qui sont connus pour le domaine crypto. Après, il me semble Neuchâtel d'ailleurs, CleanSight. Absolument, CleanSight, c'était Neuchâtel. Le RWA de Realty, il est basé à Neuchâtel. Après, il me semble que pour CleanSat Mining, c'était plutôt des problématiques d'imposition ou voilà. Après,
je suis un petit peu plus mitigé parce que il y a des accords comment on appelle ça, de double imposition Oui, entre les deux pays. on en parlait avec Draz, Mm. qui est suisse aussi, donc il connaît très bien le Mm. sujet. Et pour lui, c'était un non-sujet également. Bon, ça a l'air Mm. d'être la même chose pour toi. Ouais. Donc voilà un petit peu pour et puis ben voilà d'une manière plus générale il y a également toute la tokenisation. Alors la tokenisation financière m'intéresse un peu moins. Ce qui m'intéresse également c'est la tokenisation des biens physiques. Donc on peut citer Interstellar avec la tokenisation des bouteilles. J'y ai pas investi parce que c'est pas trop mon domaine. Plus celui de Cyril, je pense. Voilà, alors, voilà, Cyril, il adore ça. Donc voilà. C'est plus son domaine à lui. Il y a la tokenisation de l'or. Je vois, je vois pas l'intérêt. Je vais être clair, c'est un petit peu la même histoire entre la mine et détenir de l'or. Je vois pas si on peut détenir 1 gramme d'or chez soi, je vois pas l'intérêt de détenir de l'or papier ou de l'or virtuel ailleurs. Mais bon, voilà, ça c'est des notions plutôt personnelles. Euh, et puis, il y a d'autres projets de tokenisation plus ou moins virtuels. Il y a des tokenisations de droits d'auteur, de musique avec Bolero. Voilà, mais c'est des domaines que je touche pas vraiment. J'ai légèrement parcouru. Et puis, en tout cas, en ce qui concerne le monde francophone, c'est plutôt l'immobilier qui porte. Euh, pour le retail, hein, attention, on ne parle pas des entreprises. Les entreprises, ça sera plutôt la tokenisation d'actions, de fonds, d'obligations américaines ou européennes. Il n'y a pas Suisse? Je préférais avoir des bons de Suisse. Alors si, si, il y a quelques trucs de tokenisation en Suisse quand même. La dette suisse m'intéresse plus que la dette européenne, surtout française. Ouais, alors il y a une problématique en Suisse en fait sur l'immobilier. C'est qu'en tout cas l'immobilier résidentiel, pas l'immobilier commercial, mais l'immobilier résidentiel est très protégé en Suisse face aux investisseurs étrangers. C'est-à-dire que c'est assez compliqué c'est pas totalement impossible, hein, mais c'est assez compliqué pour un investisseur étranger, y compris un retail, d'investir sur un bien immobilier en Suisse, résidentiel. Attention. Donc, il y a cette problématique-là en termes de législation pour la tokenisation de l'immobilier en Suisse, ou bien même de faire des actions immobilières en Suisse. Ok. Bon, en tout cas, moi, je fais un appel s'il y a quelqu'un qui est chaud sur tout ça et qui veut ouvrir une boîte avec Alpha Voilà, sur les biens commerciaux. alors, pas ouvrir une boîte avec moi, mais il peut m'écrire tout de suite et puis on peut discuter. Voilà. Bon, en tout cas, tu as plein d'infos et voilà, tu as quand même une expertise certaine sur tout ça. Et bah parfait, je crois qu'on a fait le tour d'à peu près tous les sujets qu'on voulait aborder. Est-ce que toi, tu as un dernier mot pour la communauté? Écoute, merci de m'avoir reçu. Merci. Ben, j'espère que les gens prendront du plaisir à regarder cette vidéo quand même de 1 heure et demie presque. Ça fait long, 1 heure et demie avec un poisson, je vous raconte. Mais bon, je sais pas tenir 1 heure les interviews. Désolé pour ceux qui en effet ont que 10 minutes. Moi, je sais pas faire des vidéos de 10 minutes. On verra si Cédric il coupe les trucs où je fais mon monologue, mais bon, bref, en tout cas, Voilà. merci à tous. Si peut-être que Cédric mettra les liens, vous pouvez me contacter si à un moment donné vous avez des questions sur ce sujet spécifique en tant qu'investisseur. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans la mesure de mes compétences et de mes connaissances. Bon, bah parfait. La prochaine fois, reviens. Enfin, vraiment, je te réinviterai sur la chaîne avec grand plaisir pour voilà, parler d'autres plateformes aussi quand il y aura des sujets. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Tu te mettras en poisson ou sur ce que tu veux. Voilà. On verra si je fais l'océan, mais celui-là, je le garde. J'avoue, et tu n'as pas fait le gros poisson. Attends. Vas-y. Attends. Ah parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'à chaque fois que le poisson cligne des yeux, c'est vraiment, il cligne des yeux, quoi. C'est vraiment hyper bien fait. Voilà, donc vraiment, il y avait c'est vraiment pas mal. Enfin voilà. Bon, on va clôturer la vidéo. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Bien sûr, je mettrai en description tous les liens de ce dont on a parlé et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.
C'est vraiment très drôle de faire interview avec un poisson. En plus, il a des expressions. Alors, je sais pas si c'est tes expressions. Attends, je te fais un clin d'œil là, comme ça, regarde. Ah ouais, non, Il mais, fait aussi les yeux, quoi. C'est un truc de. non, mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bon. Et puis quand tu me poseras la question ultime, je te ferai comme ça. Ok, bon, là, franchement, j'avoue, il est trop cool. Bon.